et merci beaucoup d'être là. Merci d'être avec nous. On a beaucoup parlé de vous dans cette première demi-heure d'entretien, plus que je ne pensais. J'ai entendu. C'est pas exactement qu'on a parlé de moi. Dites. C'est qu'on a parlé de moi et on a parlé comme moi. C'est-à-dire que Jordan Bardella reprend mes phrases au mot près. Il a appris par cœur tout ce que je dis depuis des années et il dit exactement ce que je dis au mot près. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen dit le contraire. C'est un jeu de rôle habituel dans tous les partis politiques. Vous savez, j'ai été journaliste politique pendant des années. Je connais le truc. Vous pensez qu'il y a une différence ou peut-être même un manque de sincérité entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, l'un faisant le gentil, l'autre le méchant, ou peut-être le centriste ou l'extrémiste? Vous avez tout compris. Mais il n'y a pas d'extrémiste, là, il a raison sur ce point. Simplement, vous savez, quand il y a une énorme majorité des Français qui sont pour, il l'a dit lui-même, il a raison, pour l'expulsion des délinquants étrangers, pour l'enfermement, vous voyez, la déchéance de nationalité des binationaux délinquants. Il y a effectivement, là-dessus, il y a une majorité de Français. Ce n'est pas extrémiste. En revanche, quand moi je parle de grand remplacement, Marine Le Pen dit que c'est un complot. Il y a 67% des Français qui pensent que nous sommes menacés par le grand remplacement. C'est vrai qu'elle ne reprend pas ce terme. On est à une semaine, Éric Zemmour, je le disais, du premier tour. Vous venez de rappeler vous-même que vous avez longtemps été journaliste politique. Les campagnes, vous connaissez ça par cœur, mais c'est la première fois que vous le faites en tant que candidat. Ça a été une campagne éprouvante. Oh, ça a été une campagne... les campagnes sont toujours éprouvantes. Quand j'étais journaliste politique, je trouvais ça déjà éprouvant. Vous savez, quand il fallait suivre Jacques Chirac, il fallait avoir la santé. Donc ça ne m'a pas étonné. En revanche, c'était une campagne exaltante. Franchement, qui aurait dit qu'en 4 mois, mon parti Reconquête aurait 120 000 adhérents? Qui aurait dit que je serais le candidat qui réunirait le plus de monde place du Trocadéro? Vous avez vu, même Emmanuel Macron n'arrive pas à remplir la salle de l'Arena où il y a 40 000 places. Moi, il y avait près de 100 000 personnes. Madame Le Pen fait des salles à 1000 personnes. Quand elle est à 2000, elle est contente. Manifestement, il y a un enthousiasme, une ferveur dans ma campagne qu'il n'y a pas chez les autres. Vous voyez, il y a... comment vous dire? On voit très bien dans tous ces éléments factuels que la dynamique est de mon côté. Vous pensez typiquement, on y viendra dans quelques instants, que les sondages se trompent, on en parlera en détail. On va y venir. Un petit mot à propos du meeting d'Emmanuel Macron hier. Vous venez d'en parler, il a rassemblé environ 30 000 personnes à la Défense Arena à Nanterre. Dans son meeting, il a demandé aux gens qui le soutiennent de ne pas huer. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous considérez que dans un meeting, il faut empêcher ses partisans de huer les adversaires? En général, vous savez, il y a... des meetings, il y a de la ferveur, il y a de l'enthousiasme, parfois il y a des excès. C'est comme ça la politique. Ça permet d'évacuer aussi les conflits, vous voyez. La politique, c'est cela aussi. Donc, c'est pas très grave si on hue, et puis après, quand on entend, on arrête, et puis voilà, et puis on passe à autre chose. Il y a quelques jours, il y avait eu des Macron assassins justement dans le meeting Trocadéro. Vous avez expliqué ne pas avoir entendu à ce moment-là. C'est strictement vrai. Ça veut dire que si jamais vous entendiez des quolibets, des attaques contre vos adversaires dans de prochaines réunions publiques, vous demanderiez à vos partisans de cesser? Mais vous savez, encore une fois, on prend l'accessoire pour l'essentiel. Je l'ai déjà dit. L'important dans ce rassemblement du Trocadéro, c'est le rassemblement du Trocadéro. C'est la ferveur, c'est l'enthousiasme, c'est ces 100 000 Français qui sont venus de partout. Après, je l'ai déjà dit, j'expliquais, et c'est important, Adrien Gendre, c'est important, parce que quand ce cri a été lancé, j'ai retrouvé après, j'ai compris, j'étais en train d'expliquer j'avais rencontré M. Patrick Jardin qui avait perdu sa fille lors de l'attentat du Bataclan. J'ai raconté Mme Evelyne Reber qui a fait une vidéo poignante que j'invite tous vos téléspectateurs à voir, qui a perdu son fils, qui a été massacré par un Soudanais de 24 coups de couteau en criant Allah Akbar. Et les gens, vous comprenez, ils étaient émus, émus aux larmes même. Et moi, le premier, quand j'ai vu le témoignage de cette dame, c'est émouvant. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que ce Soudanais n'aurait jamais dû rentrer en France. Il n'aurait jamais dû rester, il aurait dû être expulsé. L'État a une responsabilité quand même, ou alors ça ne sert à rien. Il y a eu beaucoup d'allusions, on le disait dans ce meeting d'Emmanuel Macron hier, à la candidature de Marine Le Pen, à votre candidature, alors avec le mot extrême droite, et puis avec une allusion très claire à l'idée de grand remplacement, quand Emmanuel Macron dit « bon courage à ceux qui défendent le grand rabougrissement ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Je trouve les arguments d'Emmanuel Macron très faibles. Je vais vous dire, je le trouve un peu décevant. Je m'attendais à mieux. Décevant, c'est-à-dire? Oui, décevant, je m'attendais à mieux.
c'est des arguments assez minables. Le grand rabougrissement, qu'est-ce que ça veut dire? Défendre l'identité de la France, l'identité millénaire de la France, c'est un rabougrissement. Défendre le peuple français qui ne veut pas être remplacé par un peuple étranger, c'est le grand rabougrissement. Défendre la civilisation française, la civilisation gréco-romaine, la civilisation chrétienne, c'est un grand rabougrissement. Mais alors, dans ce cas-là, tous nos ancêtres ont été des rabougris. Le général de Gaulle a été rabougri. Jeanne d'Arc a été rabougrie. Voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut? Ça ne veut rien dire. C'est décevant. Vous voyez, c'est minable. C'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il y a un enjeu. D'ailleurs, il le sait très bien. Il y a un enjeu démographique. Il y a une Afrique qui est à 1 milliard et demi d'habitants, voire 2 milliards, avec des centaines de millions de gens qui veulent venir chez nous. Bon, est-ce qu'on accepte cela, et dans ce cas-là, la France n'est plus la France? Est-ce qu'on refuse et on prend les moyens juridiques et politiques d'arrêter cette vague pour que la France reste la France? C'est ça l'enjeu. Vous voyez, on est au-delà des petits mots minables. Il a eu d'autres phrases. Alors on va dire qu'il est allé un peu plus loin dans l'argumentaire tout de même. Quand il dit « La France c'est un bloc fait de tant d'affluents, on ne trie pas, on ne choisit pas, on la prend comme elle est ». Ou lorsqu'il dit encore qu'il dénonce les forces de division qui opposent les uns aux autres, les musulmans aux autres croyants. Quand il dit non au politiquement correct, mais aussi non au politiquement abject. Tout ça, ce sont des mots qu'il vous adresse, Éric Zemmour. Oui, il me cible parce qu'il sait que je suis son seul adversaire en vérité. Il sait que je suis son seul adversaire qui est son son contraire, vous voyez, idéologique, politique. Il sait que tout le reste, c'est de la politicaillerie. Et que moi, je suis son seul adversaire qui place l'enjeu au niveau où il faut être. Et vous pensez placé. que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ne sont pas des adversaires d'Emmanuel Macron, par exemple? Bien sûr que si, mais vous me dites, il me cible moi. Il y a une raison. Il y a une raison, c'est que, vous savez, je pense que Emmanuel Macron est le candidat et le président de la désagrégation de la France, de la destruction de la France. Il veut que la France soit dissoute dans l'Europe, sur le plan institutionnel, et dans l'Afrique, sur le plan démographique. Ce n'est pas, si vous voulez, être rabougri que défendre une France qui reste française. Bien sûr, il y a des Français qui viennent de partout. J'en suis le premier exemplaire, si j'ose dire, puisque moi, je suis venu de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, je ne vais pas avoir une vision ethnique ou raciale de la France. Ça serait ridicule. Bon. En revanche, il faut que les Français venus d'ailleurs s'assimilent à la culture française. C'est-à-dire s'approprient l'histoire de France, s'approprient les mœurs, les modes de vie. Or, Emmanuel Macron est contre l'assimilation, il l'a dit. Emmanuel Macron, lui, il est pour les enclaves étrangères avec des civilisations différentes. Il dit surtout un président ne doit pas diviser les Français. Est-ce que vous partagez cette idée qu'un président ne doit pas diviser les Français? Le président doit rassembler la France, c'est pas ce qu'il a fait, lui. Lui, il a passé son temps à diviser les Français au moment des Gilets jaunes, au moment où il a emmerdé les gens qui ne voulaient pas vacciner. Alors, il pourrait être un peu plus modeste dans ce registre. En revanche, on a la politique, c'est le clivage, c'est la division des idées, la séparation des idées. On n'est pas d'accord. Et puis après, le peuple choisit. Le peuple démocratiquement choisit. Et après, le Français doit rassembler les Français quand il est élu. On parlait à l'instant des musulmans. Il se trouve que le Ramadan vient de commencer. Le ministre de l'Intérieur a publié ce tweet. « Je souhaite à tous les musulmans de notre pays un bon Ramadan ». Est-ce que vous, Président, votre ministre de l'Intérieur, fera ce type de tweet? Est-ce que vous souhaiterez une bonne fête religieuse à chacun des croyants au fil des religieux? Moi, ce que j'aimerais, c'est que le ministre de l'Intérieur souhaite une bonne fête religieuse à tous les croyants, pas seulement les musulmans. Vous voyez, aux chrétiens, aux juifs, aux protestants. Je le vois pas non beaucoup écrire. Ce qui peut être le cas également. Ça peut. Je l'ai jamais. Moi, je le vois pas, mais peut-être que ça m'a échappé. Peut-être parce que vous avez une attention plus fine encore. En plus, je croyais que on était un État laïque. Le gouvernement n'a pas à se mêler des fêtes religieuses. La religion, c'est le domaine du privé. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes compatriotes musulmans. Si ils adoptent une pratique de l'islam qui repose sur la foi intérieure et sur la pratique discrète de la religion, comme l'ont fait les catholiques, les protestants, les juifs, il n'y a aucun problème, ce sont nos frères. En revanche, le problème, c'est quand il y a une pratique extérieure, ostentatoire, ostensible, politique de l'islam. Vous voyez, les femmes voilées, les mosquées avec minaret, etc. Ça, je ne suis pas d'accord. Ou alors des pratiques encore plus scandaleuses, comme on a vu le reportage il y a quelques semaines, vous avez vu sur Roubaix, qui était l'Afghanistan à 2 heures de Paris. C'est ça le problème. Ce n'est pas la pratique discrète et intériorisée sur la foi qui me gêne.
Emmanuel Macron, hier, a ajouté un mot à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Il y a ajouté laïcité dans son discours. Est-ce que c'est un mot que vous pourriez ajouter de la même manière? Moi, je ne changerai pas la devise de la République. En revanche, la laïcité, justement, la laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est la liberté religieuse et c'est la discrétion. Le principe de discrétion des fidèles qui ne doivent pas faire reconnaître leur religion dans l'espace public. C'est ça le principe non dit, non écrit de la laïcité. Et Emmanuel Macron ne le fait absolument pas respecter. On va revenir à votre campagne, Éric Zemmour. Vous étiez hier en déplacement dans les Bouches-du-Rhône. Vous vous êtes rendu dans un complexe de futsal, le Zidane Five Club, qui a été fondé par Zinedine Zidane, champion du monde bien connu. Et vous avez été exclu de ce terrain par les propriétaires qui étaient en colère. Si on a bien compris la manière dont les choses se sont passées, c'est l'un de vos partisans qui avait réservé un terrain pour que vous puissiez y jouer à l'occasion de votre déplacement. Sauf qu'il n'avait pas été annoncé publiquement que vous étiez invité et que c'était aussi un acte de campagne électorale. Est-ce qu'on peut, comme ça, Éric Zemmour, débarquer et faire campagne sans consulter et sans prévenir? D'abord, je n'ai pas à débarquer et faire campagne sans prévenir. Je vous explique en 2 mots, anecdotique, mais vous allez comprendre. Mes militants savaient que je venais à Marseille et savaient que j'aimais le foot. Et donc, ils avaient loué ce terrain de foot pour que j'y joue. Moi, j'ai accepté avec plaisir, avec joie. Je ne savais même pas d'ailleurs que c'était le club de Zidane, mais j'aurais accepté encore plus avec joie, car j'ai une admiration sans borne pour cet immense joueur qui m'a fait pleurer de joie. Vous savez, moi, j'ai pleuré quand la France de Platini a perdu en 82 contre l'Allemagne. Donc j'étais tellement heureux quand Zidane et ses camarades nous ont vengés en 1998. Mais vous ne saviez pas que c'était un club? Moi, je ne savais pas, mais peu importe, c'est pas important. Il n'y avait pas Zidane lui-même. Non, mais on voit le frère de Zinedine Zidane je ne savais pas. Ce que je veux vous dire, c'est que, évidemment qu'on n'allait pas donner mon nom parce que je suis harcelé par ceux qui s'appellent les Antifa. Et donc, quand on donne mon nom, ça m'est déjà arrivé à Marseille et ailleurs, il y a des hordes de Antifa qui débarquent et qui veulent me faire la peau. C'est déjà arrivé. Voilà pourquoi on ne donne pas mon nom. Mais là, dans ce club, on n'est pas face à des Antifa. Mais attendez, justement, les animateurs du club. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont appris que j'étais là, ils ont débarqué. Les gens, des propriétaires, je ne sais pas. Et là, ils ont menacé de faire venir tous les quartiers nord pour me déloger de là. Et donc de causer des troubles publics. C'est pour ça que mon service de sécurité m'a dit il vaut mieux partir. Donc vous les accusez d'intimidation? Mais bien sûr, c'est exactement ce que je dis. D'intimidation et de véhémence. Et ils ont été vindicatifs et violents. Moi, vous savez, la gauche nous a appris que le sport rassemblait. Je constate qu'en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et que c'est exactement ce que je dis. Il y a aujourd'hui des enclaves étrangères où la loi française ne s'applique plus. Voilà, c'est un exemple. Pour vous, ce club de foot, c'est une enclave étrangère? Non, c'est le quartier. Puisque quand on vient, un citoyen français comme moi, on avait payé, on était dans les règles, ne croyez pas, et vient et peut être chassé en menaçant de troubles et de désordre. Moi, excusez-moi, on n'est plus en France. Comment vous expliquez le fait que votre venue puisse susciter cette hostilité? Est-ce que vous n'avez pas aussi une part de responsabilité par les propos que vous avez, par l'attitude que vous avez, qui peut être ressentie par certaines de ces personnes comme une provocation? C'est normal qu'on me cible comme ça, parce que je suis le seul qui défend la France et les Français. Mais ce sont des Français, a priori, qui étaient là autour de vous. Si vous voulez, demandez-leur. Est-ce qu'ils se sentent français? Est-ce que des gens se sentent français? Demandez-leur. Allez, regardez tous les reportages. Et vous faites la distinction entre les gens qui sont français et les gens qui se sentent français? Non, moi je fais la distinction juridique, il n'y a aucune différence. Mais en tout cas, dans leur cœur, oui, je fais la différence. Moi, j'aime les Français qui aiment la France. Voilà, c'est tout. Il y a des Français qui détestent la France. Ils peuvent juridiquement être français. Je ne vais pas le contester. Mais voilà. Au cours de ce déplacement, Éric Zemmour également, vous avez des mots que je voudrais que vous nous expliquiez. À l'occasion d'une visite dans un marché aux puces illégal, à ma connaissance, vous avez ciblé la tiers-mondisation du quartier et vous avez aussi dit on va nettoyer physiquement cet endroit. Il faut nettoyer les gens qui font ces trafics, les renvoyer directement chez eux d'où qu'ils viennent. Je crois qu'on vous a demandé à ce moment-là est-ce qu'il faut un Karcher pour ça? Et vous avez répondu plus que le Karcher. Qu'est-ce qu'il faut pour nettoyer, comme vous dites, ces quartiers? Tout simplement, vous avez vu ces images, d'abord. Vous avez vu ce que subissent les Marseillais depuis des années. C'est une horreur. Si vous voulez, on a importé la tiers-mondisation, que M. Emmanuel Macron est si content de défendre. Et on a la tiers-mondisation. C'est-à-dire qu'on a une population qui vient d'Afrique,
qui n'est absolument pas, qui traficote, vous voyez, c'est ça le marché. C'est le tiers-monde quand il y a des gens qui viennent d'Afrique? Bah, quand ils viennent en masse et qu'ils ne s'assimilent pas à la culture française, oui, c'est le tiers-monde, c'est l'Afrique. Et on a des enclaves africaines, là, effectivement. Et c'est ça que je crains pour le pays tout entier. C'est-à-dire que quand on aura en 2050 une population majoritairement africaine et islamique, on aura un pays qui ne sera plus la France. Qui aura toujours, ça sera écrit République française, mais en vérité, ce sera un pays islamique ou un pays africain. Ce ne sera plus la civilisation européenne. C'est pour cela que je défends... Le tiers-monde, c'est parce qu'il y a des gens de couleur noire et des gens arabes? Il y a de couleurs ou de cultures différentes, de civilisations différentes. Vous savez, le grand débat avec Emmanuel Macron, il est simple. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il est posé. Est-ce qu'on peut avoir deux civilisations sur le même sol ou est-ce qu'on n'en a qu'une seule? Est-ce que les gens qui viennent d'autres civilisations, comme moi, s'assimilent à la civilisation judéo-chrétienne, gréco-romaine, ou est-ce qu'ils restent dans leur civilisation arabo-islamique, africaine, etc., et ils s'enracinent en France sans s'assimiler à la culture ancestrale de la France? C'est ça l'enjeu, c'est ça le débat. Et c'est ça que le débat que je voudrais mettre vraiment au cœur de cette campagne, que j'ai mis au cœur de cette campagne avant la guerre en Ukraine. Mais voilà, c'est ça, et c'est ça que, si vous voulez, le vrai affrontement avec Emmanuel Macron. Lui, ça ne le dérange pas. Il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit que les civilisations doivent cohabiter. Moi, je pense qu'elles ne peuvent pas cohabiter. Elles sont condamnées à s'affronter pour le plus grand malheur de la France. Je reviens sur la question du Karcher. Concrètement, quelle serait votre politique ou votre action sur un marché comme celui-ci, où vous dites qu'il y a la tiers-mondisation et il faut plus que le Karcher? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Vous savez, le Karcher, j'ai dit plus que le Karcher parce que le Karcher, c'est un cruel souvenir pour les électeurs de droite. Parce que c'est un mot employé par Nicolas Sarkozy qui n'a pas été suivi des faits. Exactement. Et que les électeurs de droite ont l'habitude d'être trahis. Et ils vont encore être trahis s'ils votent Valérie Pécresse qui prépare son ralliement à Emmanuel Macron. Donc je leur dis, parce que là, l'heure tourne et il y a des questions importantes qu'il nous faut traiter, si vous me permettez. Je dis aux électeurs de droite, ne vous faites pas une fois de plus trahir, ne vous faites pas une fois de plus voler l'élection. Si vous voulez voter Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, ça sera très bien. Si vous ne voulez pas voter Emmanuel Macron, il faut voter pour moi. Je suis le seul à rassembler les électeurs de droite LR et les électeurs du RN. Je suis le seul à faire ce rassemblement des droites. Ni Marine Le Pen ne pourra le faire, puisqu'aucun grand élu de LR ne la ralliera le soir du premier tour, ni Mme Pécresse ne le veut pas, parce qu'elle est déjà prête à rallier Emmanuel Macron. Je suis le seul. Je l'ai déjà commencé. Regardez autour de moi, il y a Guillaume Pelletier, ancien numéro 2 de LR et porte-parole de Nicolas Sarkozy. Il y a Marion Maréchal. Il y a Nicolas B. Vous voyez, il y en a tellement d'autres qui viennent du RN. Il y avait Stéphane Ravier avec moi à Marseille. Il y en a tellement d'autres du RN, de LR, qui sont anciens ministres de LR ou anciens proches de Marine Le Pen et du RN. Ils sont ensemble autour de moi. Je suis le seul à faire cela et ça va continuer. Le soir du premier tour, Éric Ciotti a déjà annoncé qu'il appellera à voter pour moi. Si vous êtes au deuxième tour, bien sûr, face à Emmanuel Macron. Mais parlons-en si vous voulez. François-Xavier Bellamy aussi. Et puis d'autres. Je pense que Nadine Morano ne se laissera pas enfermer dans un ralliement à Emmanuel Macron. Ce que je dis, c'est que si les électeurs de droite veulent changer la donne, ils votent pour moi. S'ils veulent que tout reste intact, c'est-à-dire que Marine Le Pen soit au second tour et qu'elle soit battue comme d'habitude, parce que contrairement à ce que j'ai entendu avant moi, elle n'a aucune chance sérieuse de gagner. Tout ça est faux, tout ça est factice. Elle va être battue comme d'habitude, comme en 2012, comme en 2017. Et là, le paysage politique restera identique. C'est-à-dire que le parti LR sera sauvé, il sera repris peut-être par Laurent Wauquiez, que sais-je, et on recommencera le même cirque. Si les électeurs de droite veulent tout changer et rassembler, en fait, réconcilier des électeurs qui ont été artificiellement séparés du RN et du LR, ils doivent voter pour moi. Alors, je voulais évoquer plusieurs points de votre programme, mais puisque vous évoquez la droite et Marine Le Pen, arrêtons-nous un instant là-dessus. Marine Le Pen, d'après les dernières enquêtes d'opinion, d'après par exemple le rolling que fait l'IFOP Fiducial pour LCI tous les jours, elle est très largement devant vous. Si on regarde le premier tour, il y a Emmanuel Macron qui est devant, Marine Le Pen quelques points derrière. Par exemple, dans l'enquête de vendredi, lui est à 28, elle a 21,5. Voilà, c'est ça. Et vous êtes à 11. Il y a un écart de 10 points à peu près entre Marine Le Pen et vous. Quand on regarde le deuxième tour, c'est avec elle encore aujourd'hui que l'écart face à Emmanuel Macron est le plus restreint. Bon, 46,5, 53,5 pour Emmanuel Macron, ça peut varier. Quand on regarde les chiffres
dans un deuxième tour qui vous opposerait à Emmanuel Macron, c'est une plus large victoire du chef de l'État sortant. Là, on voit par exemple 66-34. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle ne peut pas gagner? C'est ce que vous avez dit très tôt dans cette campagne. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on en doute. Éric Zemmour, on se dit, elle est quand même mieux placée que vous. Alors, on va parler sondage 3 minutes. Les sondeurs me disent tous qu'ils sont perdus. Complètement perdus. Ils n'ont aucun repère. Vous savez, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure d'ailleurs, vous aviez raison, la participation devrait être très faible, historiquement faible. On va avoir un score d'abstention de 30%. Les sondeurs me disent que ça fausse complètement leurs données, leur modèle. Les sondeurs me disent aussi que les abstentionnistes sont surtout des jeunes et des gens des classes populaires, c'est-à-dire le cœur de l'électorat de Marine Le Pen. Donc, vous voyez, ça fausse tout. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois, si vous me permettez, on s'est rappelé mutuellement que j'avais été longtemps journaliste politique. Donc, permettez-moi de vous faire part de mon expérience de journaliste politique. Allez-y, on vous écoute. En 1995, l'élection que gagna Jacques Chirac. Une semaine avant l'élection, Lionel Jospin est donné à 4 points en dessous de son score final de 23%. Jacques Chirac est donné à 4 points au-dessus de son score final de l'élection. La même élection, Édouard Balladur, une semaine avant, est donné à 10 points d'écart, vous voyez, comme par hasard, à 10 points d'écart entre lui et Jacques Chirac. À l'élection, il y aura 1,5 point d'écart. Je me souviens, ça va vous amuser. Sauf qu'à la fin, c'est Jacques Chirac qui gagne quand même. Bien sûr, mais justement, je vais vous raconter une anecdote que m'a raconté Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy était furieux ce soir-là, parce que il avait cru les sondages. Et donc, lui et ses partisans, à l'époque il était avec Édouard Balladur, s'étaient démoralisés, s'étaient démotivés, s'étaient démobilisés. Et c'est ce qui avait empêché Édouard Balladur de remonter complètement. Donc moi, je dis, ne vous laissez pas avoir. Les sondages se trompent à chaque fois. Par ailleurs, Madame Le Pen, en 2017, a perdu 5 points la dernière semaine par rapport au sondage. Je ne vous parle même pas des régionales, où ils ont perdu 10 points par rapport au sondage. Vous voyez, donc, les sondages sont faux. Mais les sondages mentent. Pourquoi est-ce qu'on trouverait les électeurs d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen et qu'on ne trouverait pas vos électeurs en D'abord parce que je pense que, comme vous l'avez dit, je suis le candidat le plus diabolisé et que les électeurs, certains ont peur, le fameux vote caché, ont peur de dire qu'ils votent pour moi, mais surtout plus globalement. Plus globalement parce que moi, si vous voulez, on voit bien mes électeurs qui sont dans toutes les catégories sociales. Il y a des catégories populaires, et puis il y a des catégories de classe moyenne, et puis il y a des catégories plus bourgeoises, dans les grandes villes, dans les classes rurales. Vous voyez, je n'ai pas une sociologie aussi typée. Je suis homogène. Ça, c'est un point commun avec Emmanuel Macron. Vous êtes à peu près homogène dans toutes les catégories de la population. Absolument, c'est exactement ça. Mais je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on le verrait dans ce cas-là chez Emmanuel Macron? On arrive à trouver dans toutes les catégories de la population un vote. Pourquoi le vote serait caché? Pourquoi est-ce que les électeurs se cacheraient? Vous savez, on a connu ça jadis avec Jean-Marie Le Pen. Depuis 2002, les sondeurs ont tellement eu honte d'avoir raté Jean-Marie Le Pen, parce que c'est le dernier exemple que je ne vous ai pas donné. Vous vous comparez à Jean-Marie Le Pen? Non, je vous donne encore une fois un exemple. Oui, je ne me suis pas comparé à Jacques Chirac, je ne me suis pas comparé à Édouard Balladur. En 2002, là aussi, les sondeurs n'avaient jamais prévu l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Oui, ils se trompent tout le temps. Mais d'ailleurs, encore une fois, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils sont terrorisés par cette élection. Ils commencent à dire eux-mêmes qu'il y aura des mouvements qu'on ne peut pas prévoir, etc. Ce que je veux dire, c'est que les électeurs, et mes électeurs, ne doivent pas, surtout, se démotiver. Ils ne doivent pas être trompés par les sondages. Et ils ne doivent pas répondre à l'appel au vote utile lancé par Marine Le Pen et ses soutiens, comme on l'a entendu avec Jordan Bardella juste avant. Le vote utile, c'est le truc habituel des politiciens. Moi, l'appel vote efficace. C'est normal, dans toutes les élections, il y a ça. Moi, je suis le vote vital. Voilà. Le vote vital pour la France et les Français. Pour que la France reste la France. C'est le vote vital pour cette France-là. Et si on veut défendre absolument la France, si on veut que la France reste la France, il faut voter pour moi. Tout le reste précipitera la désagrégation de la France et l'annihilation, en vérité, de la France. Alors justement, plaçons-nous dans l'hypothèse où vous ne seriez pas au second tour, puisque cette hypothèse existe, on sait que c'est la loi des élections. Quelles leçons vous en tireriez? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Peut-être d'abord sur notre pays, sur l'état des Français, puisque vous dites « je suis le vote vital pour la France ». Si vous ne l'êtes pas, quelles conclusions vous en tirerez? Vous savez, je pense que il y a des Français qui n'ont pas pris conscience de cela.
où il y a des Français même qui veulent se débarrasser de la France. Ça a déjà existé dans toutes les époques historiques. Et il y a la pointe avancée des Français qui veulent défendre la France, comme ça a toujours existé. Quand vous dites se débarrasser de la France, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, il y a des élites qui pensent que le temps de la France est révolu. Emmanuel Macron, par exemple, qui pense qu'il est venu le temps de l'Union européenne, de la Fédération d'États-Unis d'Europe, qui pense qu'il faut une souveraineté européenne. Quand on parle de souveraineté européenne, c'est qu'on ne parle plus de souveraineté de la France. C'est qu'on est passé à autre chose. Emmanuel Macron est passé à autre chose. Ça ne le dérange pas. Lui, il accepte une population africaine et une direction européenne. C'est son choix, sans d'ailleurs qu'il voit la contradiction évidente. Mais c'est une. Est-ce que ça en fait un ennemi de la France, de votre point de vue? Ça en fait, en tout cas, comment vous dire, quelqu'un qui oui, c'est un ennemi de la France si l'on veut, c'est-à-dire la France telle qu'elle est, telle qu'elle a été, oui. Il est passé à autre chose, je vous le dis. Il est passé à une autre étape. Pour lui, la France est dépassée. Voilà. Mais c'est très dur d'employer le mot ennemi de la France pour Emmanuel Macron. Vous savez, il pense sans doute que lui, c'est l'avenir de la France qu'il permet ainsi, dans un grand ensemble européen, avec une Europe qui dirige tout de Bruxelles, où il serait un des éléments essentiels, parce qu'il voit aussi son destin individuel. Vous savez, je suis très frappé par toutes ces histoires dont vous ne me parlez pas, de McKinsey et autres. J'y pensais justement, vous entendez dire ennemi de la France. C'est très frappant. Si vous voulez, la soumission aux États-Unis ne le gêne pas. Manifestement. Mais il n'agit pas dans l'intérêt de la France. Oui. Est-ce que depuis 5 ans, Emmanuel Macron n'a pas agi dans l'intérêt de la France? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il a agi dans l'intérêt de sa conception de l'Europe fédérale. Vous savez, quand par exemple, quand il cède tout aux Allemands dans les accords militaires, je ne pense pas qu'il agisse dans l'intérêt de la France. Quand il vend Alstom, quand il est conseiller de François Hollande, puis ministre des Finances, quand il vend Alstom Énergie aux Américains de General Electric avec les fameuses turbines Arabelle qui sont le cœur de notre puissance nucléaire, non, il ne défend pas les intérêts de la France. Alors vous parlez de McKinsey. Il a répondu sur ce sujet hier lors de son meeting Emmanuel Macron. Il a souligné le fait qu'il s'était par exemple battu pour l'impôt minimal, que c'était fait, que l'impôt minimal européen voyait le jour. C'était sa réponse à un point de cette affaire McKinsey, entre guillemets, qui est de dire c'est un groupe qui n'a pas payé d'impôt sur les sociétés en France. En l'occurrence, c'est un fait qui est établi, mais il dit justement... C'est un fait établi qu'ils n'ont pas payé d'impôt en France. Exactement, mais il dit on a agi pour que ça ne puisse plus exister. Est-ce que vous lui donnez le point? Est-ce que vous dites au moins on lui reconnaît qu'il a agi sa défense, une fois de plus, est assez minable. Je vais vous dire pourquoi. Il prend le point, en vérité, le moins important. Le fait que la société n'ait pas payé d'impôts en France. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne payent pas d'impôts en France. Tous les grands groupes mondialisés ne payent quasiment pas d'impôts en France. Et il répond en plus faussement. Il dit on a un impôt européen. C'est faux. En vérité, c'est Biden qui a dit on va mettre un impôt à 15% pour tout. Jamais les Européens n'ont réussi à se mettre d'accord et à l'imposer aux autres. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que M. Le Maire a fini par faire son propre impôt pour imposer les GAFAM. Bon. Deuxièmement, le sujet le plus important, ce n'est pas cela. Il y a deux sujets importants. Un, M. Macron a fait travailler des gens de McKinsey pendant sa campagne présidentielle de 2017 gratuitement, ce qui est illégal. Puis ensuite, il a fait ce que j'appelle un renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire que les contrats de l'État avec McKinsey ont vertigineusement augmenté. On avait 300 millions d'euros de contrats avec tous ces cabinets-là, McKinsey et autres, et on est en 2016, je crois, et on est passé en 2018 à 1 milliard. Bon. Et deuxième point, pour moi, encore plus important, parce que ça, c'est des affaires financières, c'est grave. Je m'étonne d'ailleurs que le parquet financier ne bouge pas, alors qu'il était en ébullition pour les pauvres costumes de M. Fillon, mais passons. Mais il y a un deuxième sujet qui me paraît encore plus important et qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire, sur les intérêts de la France. Ça ne dérange pas M. Macron, manifestement, que de donner des informations essentielles sur la santé des Français, puisque McKinsey a travaillé sur la politique de santé, sur la politique militaire, sur la politique scolaire. Ça ne le dérange pas de donner des informations... Vous, président, vous ne travaillez... Je finis ma phrase simplement. Oui. De donner des informations à des Américains. Et vous savez, et j'ai fini,
les groupes américains, quand ils ont des informations, ils les donnent au gouvernement américain. Mais vous, ça veut dire que vous ne travailleriez avec aucune entreprise étrangère. Le gouvernement français n'aurait aucun lien d'aucune nature avec une entreprise qui a son siège, là c'est le cas du Delaware aux États-Unis pour Le McKinsey. Delaware qui permet de ne pas payer d'impôts du tout. Qui était notre Vous premier connaissez. point, Ah, bon, bah, effectivement. il ne faut pas être caricatural. Ce que je dis, moi, c'est que là, on demande à des groupes américains de faire le travail des hauts fonctionnaires français, qui sont déjà payés pour cela. Donc Mais si on ça vole les permet- Français 3 fois. Les hauts fonctionnaires français ne travaillent pas là où ils devraient travailler, pourtant ils sont payés. On paye des groupes américains qui font le travail, deuxième dépense, et troisième dépense, cerise sur le gâteau, ils ne payent pas d'impôts en France. La réponse d'Emmanuel Macron à cette question, c'était de dire quand on a par exemple besoin de compétences informatiques, ça n'a aucun intérêt pour le contribuable français de payer un fonctionnaire informaticien pour 40 ans de carrière alors que l'émission peut durer 6 mois. Vous qui êtes soucieux de l'utilisation des deniers publics, est-ce là, que c'est pas un argument? mais non, mais c'est pas le cas. Vous croyez que les gens de McKinsey qui sont... Vous savez, les gens de McKinsey, il y a des Français dedans. Hein. C'est des gens très haut de gamme. Très haut de gamme. Parce que, si vous voulez, ils sont payés 4 ou 5 fois mieux que dans la haute fonction publique française. Donc vous avez des gens de l'ENA qui vont là-bas. Vous avez des gens de HEC qui vont là-bas. C'est pas du tout des gens, vous voyez, de moyenne gamme. C'est pas des simples informaticiens. Macron se moque de nous. Ce sont des gens très haut de gamme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les prend. Il ne faut pas se leurrer, vous comprenez? Vous avez quand même un point commun avec Emmanuel Macron et Éric Zemmour. J'en ai trouvé un hier en écoutant le meeting d'Emmanuel Macron, c'est que vous voulez l'un comme l'autre que les Français travaillent plus. Vous, c'est jusqu'à 64 ans, lui jusqu'à 65 ans. Est-ce que ça, au moins, c'est un point sur lequel vous reconnaissez un alignement? Oui, il a mis 5 ans à le comprendre. Il est le seul président à ne pas avoir fait de réforme des retraites pendant 5 ans. Et souvenez-vous, en 2017, il nous disait qu'il ne fallait pas augmenter l'âge de la retraite et qu'il allait nous trouver un système mirobolant qui s'est évaporé. S'il est élu, c'est une réforme que vous soutiendrez, par exemple. La réforme des Mais bien retraites. sûr que je la soutiendrai si elle est cohérente, c'est-à-dire que si on ajoute à cela ce que je propose, c'est-à-dire la hausse des petites retraites. Je baisse le CSG sur les petites retraites. C'est quand même 600 € d'augmentation. Je rétablis la demi-part des veuves. J'augmente vous savez, la pension de reversion. Ces femmes, le plus souvent, ce sont des veuves, mais ça peut être des hommes, évidemment. Ces femmes qui perdent leur mari et qui ensuite, en plus, voient leur pension diminuer de moitié. Moi, je la fais passer de 54% à 75%. Et par ailleurs, je fais une espèce d'index senior, c'est-à-dire que j'exige des entreprises qu'elles ne renvoient pas leurs seniors entre 50 et 65 ans parce qu'elles ont pris cette mauvaise habitude. Et quitte à avoir des amendes, vous voyez, pour les entreprises qui le font trop. Vous voyez, il y a une cohérence dans la... Et moi, si vous voulez, oui, plus de travail pour les Français, mais moins de pensions et d'allocations pour les étrangers. Il n'y a pas cette jambe-là chez Emmanuel Macron. Est-ce que vous regrettez, Éric Zemmour, dans cette campagne, de ne pas avoir davantage parlé de pouvoir d'achat? Là, vous venez de le faire à l'occasion de cette question, mais ce n'est pas un sujet sur lequel vous avez été identifié dans cette campagne. Vous avez beaucoup plus souvent parlé d'identité, d'immigration, de sécurité. Est-ce que c'est un regret? Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez de la même manière? Non, ce n'est pas un regret. Je tenais, si vous voulez, pour moi, mais on verra si j'ai raison dans une semaine, mais je pense que j'ai raison. Pour moi, l'élection présidentielle, c'est une élection où on doit parler de la France aux Français. C'est comme cela que l'a voulu le général de Gaulle. Et pas parler des Français et de leur quotidien. Attendez. Mais vous voyez, je voulais poser cela. Et je voulais poser l'avenir de la France. Dans 10 ans, dans 20 ans, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, c'est capital, c'est vital. Bon. Après, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, je l'ai fait depuis le début. J'ai parlé, évidemment, des Français, du quotidien des Français, du pouvoir d'achat, de l'industrie, de l'école. Vous me parlez de regret. J'ai un regret, oui, c'est de n'avoir pas pu parler davantage d'école. Car notre école est dans un état pitoyable. Le niveau scolaire s'est effondré. Oui, j'aurais aimé, je ne l'ai pas pu, ou c'est de ma faute peut-être, parler davantage d'école et de notre magnifique projet de restauration de l'école. Je dis restauration parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dans ce que nous faisions il y a 40 ans, 50 ans, vous voyez, dans l'école. Mais le pouvoir d'achat, j'en ai parlé, j'en parle. Vous savez, tous les candidats en parlent en vérité. Tous les candidats en parlent. J'ai de nombreuses mesures pour le pouvoir d'achat avec une règle et différente de ce que j'ai entendu tout à l'heure de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Moi, je ne fais pas de cadeaux sur le dos des entreprises. Vous voyez, ça, c'est la méthode socialiste. Moi, ce que je fais, c'est que je
réduis les charges, les impôts, et je réduis les charges sociales pour ne pas alourdir le poids le poids sur les entreprises. Ça, c'est ce qui fait de vous et qui un candidat permet de droite, d'augmenter le salaire, d'augmenter le salaire net. Vous voyez, quand je baisse la CSG, quand je permets des primes zéro charge, quand je fais le travailler plus pour gagner plus. Là, c'était une bonne mesure de Nicolas Sarkozy. Vous voyez, je fais cela, ça permet d'augmenter le salaire net sans alourdir la trésorerie des entreprises. Dans les sujets de Si désaccord, vous avez raison, c'est de droite. dans les sujets de désaccord, pour le coup, avec Emmanuel Macron, hier, dans son meeting, il a également évoqué la question des réfugiés ukrainiens. Dans un premier temps, vous aviez dit qu'il ne fallait pas les accueillir en France. Hier, Emmanuel Macron a dit merci à tant de familles, à tant de communes de les accueillir. C'est notre devoir. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette phrase-là? Est-ce que oui ou non, c'est notre devoir d'accueillir ces réfugiés ukrainiens en France? Écoutez, ce que j'ai dit, c'est que ces réfugiés préféraient aller en Pologne parce que c'était des femmes, des enfants qui voulaient être près de leur père ou de leur mari ou de leur fils qui combattaient en Ukraine. Pour certains d'entre eux, pas pour tous. Pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre eux. Accordez-moi au moins ça. Pour la plupart. Vous avez raison, pas pour tous. Après, j'ai dit, voilà, si ceux qui veulent venir et qui ont de la famille ou qui sont reçus en France, pourquoi pas? Pourquoi j'ai voulu dire ça? Parce que j'ai voulu exprimer un devoir de prudence. Si vous voulez, je sais que nous sommes le pays le plus généreux du monde. Vous savez, je cite souvent cette phrase de l'écrivain André Suarez qui disait que le français aille ou non à la messe, il a les évangiles dans le sang. C'est pas rien. Nous sommes de culture chrétienne et donc de culture humaniste et donc nous sommes généreux. Les Français sont magnifiques pour cela. Donc c'est effectivement l'accueil. Mais tout à fait. Mais il faut être très prudent. On a découvert très vite, papier du Figaro et déclaration du président de l'OCI, l'Office de la migration, très vite que dans ces migrants ukrainiens, il y avait un tiers d'Africains qui profitaient de l'ouverture des couloirs humanitaires pour rentrer dans Schengen et donc rentrer en France. Je veux simplement dire aux Français, oui, nous accueillons les Ukrainiens qui le veulent, parce que ce sont nos frères européens qui sont chrétiens et qu'ils s'adapteront beaucoup plus vite que ceux qui viennent d'une autre civilisation. Mais prudence. Prudence parce que l'émotion peut être manipulée par des gens qui veulent toujours vous faire souffrir. Vous voyez, moi, j'ai une émotion d'abord pour les souffrances des Français. J'ai vu sur une vidéo un monsieur qui était quelqu'un qui dormait la nuit dehors, un SDF qui dormait la nuit, qui était français. Je vous invite beaucoup, tous les téléspectateurs, à aller voir ce témoignage poignant. Et il disait très bien comment les SDF français étaient écartés, étaient méprisés, négligés au profit des étrangers qui venaient. Moi, je veux défendre cet homme, je veux défendre les pauvres Français d'abord. Ça ne veut pas dire que je suis inhumain, ça ne veut pas dire que je suis, voyez, insensible à la souffrance des autres. Les autres sont des êtres humains comme nous. Mais le rôle d'un président de la République française, le devoir, pour parler comme Emmanuel Macron, d'un président de la République française, c'est de défendre les Français et les plus faibles, les plus pauvres d'entre les Français. Il n'a pas rempli ce devoir. Les Français d'abord, comme aurait dit Jean-Marie Le Pen. Est-ce que dans votre campagne, Éric Zemmour, parfois vous n'avez pas péché en allant un cran trop loin? Si on prend l'exemple de l'immigration, ça fait des mois que vous en parlez. Il y a quelques semaines, vous avez suscité chez certains une gêne, une interrogation quand vous avez parlé du ministère de la remigration. Ça a été peut-être mal compris ou surtout ça a été vu comme excessif, y compris peut-être par certains électeurs qui peuvent être tentés de voter pour vous. Est-ce que c'est nécessaire de votre point de vue d'aller toujours plus loin dans la radicalité? Alors d'abord, je pense que ça a été mal pris par certains. Oui, vous avez raison, Marine Le Pen en tête, qui a dit que ce n'était pas républicain. Elle parle comme les gens de la France insoumise et les socialistes et Emmanuel Macron. Sauf que, vous avez vu, on a fait un sondage, 2 sondages sur ce ministère de la remigration et on avait 2 tiers des Français qui étaient d'accord. Alors cette fois, vous croyez aux sondages. Tout à l'heure, vous nous disiez que les sondages se trompaient. Ah non, les sondages se trompent sur les élections. Ah, vous, je vais pas apprendre la différence. Mais pas sur les ministères. Non, pas sur les ministères, non. Vous me taquinez. Mais oui, je vous taquine parce que sur les thèmes, Adrien Jeanne, sur les thèmes. Sur les thèmes, les gens on pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci, cela? Ça n'a rien à voir avec les élections, comprenez? C'est sur les thèmes. Les thèmes, on a toujours cru à ces sondages, c'est pas la même chose. Bon. Donc là, on a une énorme majorité de Français, entre 60 et 65%. Oui, entre 55 et 65. Voilà, 55 et 65, exactement. Donc vous voyez, donc ça ne choque pas les gens. Qu'est-ce que c'est la remigration? C'est l'expulsion de tous les étrangers dont on ne veut plus, c'est-à-dire délinquants étrangers, c'est-à-dire clandestins d'abord. Je vous rappelle que sous Emmanuel Macron, les gens ne le savent pas,
et ça a été fait avant lui sous François Hollande, le délit même de clandestinité a été supprimé. C'est-à-dire que les policiers ne peuvent pas arrêter un clandestin uniquement parce qu'il est clandestin. Quand même extraordinaire. Comment voulez-vous renvoyer les clandestins? D'ailleurs, ils ne renvoient personne. Donc déjà, les clandestins. Vous savez, on a entre 300 000 et 900 000 clandestins. Et Barack Obama, prix Nobel de la paix, homme de gauche, a renvoyé près de 3 millions de clandestins dans ses 8 ans de mandat. Est-ce que ça nécessite un ministère de la remigration? Oui, attendez, parce que bien sûr, vous avez raison. Il y a un ministère de l'Intérieur aujourd'hui qui peut gérer les questions d'immigration. Vous avez raison, mais qui ne le fait pas. Vous savez, les ministères, c'est souvent une symbolique pour montrer qu'on insiste sur quelque chose. Je vous donne un exemple historique. Quand Georges Pompidou crée le ministère de l'Environnement, en 1971, je crois, il prouve par là que l'environnement va devenir un sujet important, alors qu'avant, ça n'existait pas. Oui, donc, nommer les ministères, c'est pour montrer une détermination. Une détermination qui, pour renvoyer les gens, je vous le répète, donc clandestins, délinquants étrangers, doubles nationaux dont on a déchus de la nationalité française parce qu'ils étaient délinquants ou criminels. Ça fera combien de personnes, tout ça? Combien de personnes vous comptez écoutez, on évalue cela à 1 million par an. Mais que vous 1 million pour 5 ans, pardon. Comment 200 000 par an. Qu'on se représente la manière dont ça doit se dérouler. Écoutez, comment est-ce que vous allez récupérer ces gens Comment Barack Obama a fait? Il a renvoyé 3 millions de personnes. Et vous, comment vous feriez? Eh bien, c'est très simple, comme on a toujours fait. La police va les chercher. Ils n'ont plus de titre de séjour. Ils ont les fameuses OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Exactement, il y en a beaucoup. Ils ne partent jamais. Ils ne sont jamais renvoyés. Avec moi, ils seront renvoyés. Et puis on les met dans des avions, les fameux charters de Charles Pasqua, que la Commission européenne nous a interdit. Vous savez, ça aussi, qu'Emmanuel Macron donc, ne prend pas parce qu'il obéit aux juges européens et à la Commission de Bruxelles. Un petit mot encore. Dans cette campagne, parmi les thèmes certainement sur lesquels on retiendra que vous vous êtes exprimé, il y a la défense excusable. Il y avait une marche blanche hier à Aulnay, en Seine-Saint-Denis, qui a été organisée entre Aulnay et Sevran en hommage à un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Benjamin. C'est un père de 2 enfants, âgé de 33 ans, qui a été mortellement blessé samedi dernier lors d'un contrôle de police. Il a été tué, pour dire les choses, il est mort de ses blessures. Le policier a été mis en examen pour violence volontaire. Est-ce que là, dans cette affaire, vous dites qu'il y a un cas de défense excusable et que le policier, de votre point de vue, a agi dans son bon droit? Ou est-ce que là, avant tout, vous déplorez la mort de ce père de famille, père de 2 enfants, qui, à ce stade, n'a pas été identifié comme ayant commis là d'actes répréhensibles? Il a quand même volé la camionnette. Il était au volant de la voiture. Est-ce que ça justifie d'être tué? Non. Mais évidemment, toute mort d'homme est attristante et évidemment, on ne peut avoir que de la peine pour une mort d'homme. Le vol de camionnette, aussi condamnable soit-il, n'est pas puni. Bien sûr, mais vous avez raison. Mais si vous voulez, d'abord, ce n'est pas moi qui détermine la défense excusable. Qu'est-ce que c'est que la défense excusable? En 2 mots. C'est une notion du droit suisse. Et c'est pas le western. C'est pas. On est dans le droit suisse. Les Suisses sont des gens paisibles. Et depuis 1937. Et c'est le juge qui apprécie la légitime défense pour savoir si elle est excusable dans ce cas-là. Mais là, dans votre esprit, un policier qui aurait ainsi abattu un automobiliste, même au volant d'un véhicule volé, est-il dans un cadre qui, pour vous, est un cadre Moi, je dirais plus loin. Acceptable. Pardonnez-moi, je vais plus loin que la défense excusable. Je vais, pour les policiers seulement, à la présomption de légitime défense. C'est-à-dire que a priori, le policier est en légitime défense. Donc vous, président, donc là, il ne serait pas mis en examen, par exemple. Exactement. Donc il faudra une enquête. Et en tout cas, il ne sera mis pas d'office en examen, il fera d'office en garde à vue. Et vous savez, moi, je suis du côté de la police. Emmanuel Macron est manifestement du côté des délinquants. C'est son choix. C'est le choix qu'il a fait depuis 5 ans. Moi, je suis du côté de la police. Et je suis du côté des victimes. Vous avez vu, il n'y a pas seulement cette histoire de Sevran, parce que derrière Sevran, j'y suis allé, moi. Et vous avez vu les conséquences des jeunes voyous qui brûlent tout, qui brûlent une maison, qui brûlent un bus, qui cassent tout, qui agressent les policiers, comme tous les jours. Les policiers sont agressés tous les jours dans ces enclaves étrangères, comme d'ailleurs tous les Français. Il y a quand même 1800 agressions par jour. Enclaves étrangères, Vous savez bien, ce chiffre est quand même impressionnant. On s'y habitue. Il ne faut pas s'y habituer. Et moi, je prendrai l'autre exemple. Vous avez vu récemment cet agriculteur qui a été agressé
et qui a tiré sur son agresseur. Il a été cambriolé, vous avez fait un communiqué il y a quelques jours, effectivement, il était avec sa fille de 3 ans, et vous parlez d'un acte de protection paternelle alors qu'il a tué l'un de ses cambrioleurs. Absolument, et j'ai vu qu'Emmanuel Macron disait que lui, il était contre la légitime défense. Il faudrait lui expliquer à Emmanuel Macron que la légitime défense existe dans le droit français, et que simplement, moi, ce que je veux, c'est permettre aux gens de se défendre. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre juridique actuel de la légitime défense, ils sont condamnés d'avance. Les victimes qui se défendent sont condamnées d'avance. Moi, j'estime que les voyous et les délinquants doivent prendre leurs risques et qu'ils doivent avoir peur. Et il y aura peut-être moins d'agressions. En quelques secondes, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, Éric Zemmour, la fin de campagne, c'est aussi l'occasion de faire un premier bilan, même s'il y aura peut-être un deuxième tour. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez pareil? Par exemple, est-ce que vous referiez pareil sur les prénoms musulmans, oui ou non, qu'a marqué le début de votre campagne? Est-ce que vous rediriez la même chose? Je redirais exactement la même chose. Vous savez, l'heure n'est pas au bilan, car je pense que je serai au second tour. Et faut bien préparer la campagne de second tour, le cas échéant, savoir mais vous si on va savez, vers la radicalité on a ou le beaucoup rassemblement. glosé sur cette histoire de prénom. Là aussi, ça a été la règle. Qui a suscité aussi le désaccord de Marion Maréchal, qui Oui, vous oui, oui, soutient. mais elle a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Même si après, elle dit de façon amusante que pour les naturalisations, il faudra changer de prénom. Mais vous m'avez répondu, vous referiez pareil. Bien sûr que je ferai pareil, parce que nous, les générations d'immigrés d'avant ont fait cet effort-là. Michel Platini n'a pas un prénom italien. En effet. Juste pour savoir, est-ce que vous referiez la même chose sur le Bataclan, par exemple? Vous aviez suscité la polémique en allant devant le Bataclan, en critiquant entre autres la politique de François Hollande, son action. Vous savez, est-ce que vous le referiez à l'identique? Tout le monde reconnaît que c'est justement parce que des djihadistes ont profité de ces couloirs humanitaires ouverts pour les Syriens à l'époque, en 2015, qu'ils ont pu passer en France et massacrer au Bataclan. Donc vous le referiez à l'identique? Donc je ne dirais pas autre chose. Est-ce que vous referiez le doigt d'honneur à Marseille à l'occasion d'un déplacement? Ça, je vous l'accorde. Celui-là, non. Mais franchement, non, parce que faut me comprendre, j'étais harcelé toute la journée par des hordes d'antifa qui menaçaient tous les commerçants que je voulais aller voir. Il faut voir cette ambiance à Marseille. C'était absolument innommable. Donc non, je ne le referai pas, mais voilà, j'explique aux Français pourquoi je me suis un peu énervé. Effectivement, ce n'était pas tout à fait l'heure du bilan, mais c'était important d'y répondre. Il reste une semaine de campagne. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'avoir été